suis François-Marie Bréon. Comme ça a été dit, je suis climatologue à la base, climatologue dans un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. C'est une unité mixte de recherche qui est sur le plateau de Saclay, donc qui dépend du CEA, du CNRS et de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bon, et puis ça c'est ma vie professionnelle, mais je fais pas même d'autres choses. Vous savez peut-être que je suis adhérent au conseil d'administration des voies, et puis aussi de l'ASTIS, l'Association française pour l'information scientifique. Je voudrais commencer mon intervention par remercier Myrto Tripatic, et vous savez, elle a été extrêmement active pour créer des voix, pour les animer et pour organiser cette journée ici aujourd'hui, et c'est vraiment regrettable qu'elle ne puisse pas être avec nous. Donc merci à elle. Donc aujourd'hui j'aurais bien aimé pour vous parler de réchauffement et de sécheresse, mais je pense que ça va pas être terrible. On aimerait bien avoir un peu plus de réchauffement. Mais bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que le réchauffement climatique, c'est un problème. Alors, certains disent que ça met en péril l'humanité. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que ça mette en péril l'humanité, mais ça nous emmène dans des zones qui sont vraiment dangereuses, avec des risques de conflit, des risques de famine. Et donc, il faut absolument lutter contre le changement climatique. Je pense que la plupart des gouvernements ont maintenant réalisé qu'il y avait un problème de ce côté-là et qu'il fallait prendre des mesures. Vous vous souvenez certainement des accords de Paris en 2015. Malheureusement, ces accords de Paris n'ont pas été... il y a suivi des faits, et les émissions de CO2 ont continué à augmenter depuis cette date. Donc, en fait, au moment des accords de Paris, il y avait un objectif de limiter le changement climatique à 2 degrés, voire même 1,5 degré si c'était possible. Il est clair que 1,5 degré, c'est mort. On ne sera pas capable de limiter le changement climatique à ce niveau-là, mais on peut encore espérer le limiter à 2 degrés. Et même si on n'était pas capable, de toute façon, chaque demi-degré compte, et donc il faut absolument faire des efforts, même si on a perdu certaines batailles. Donc pour moi, vous avez compris, je défends le nucléaire. Ça fait pas mal d'années que je défends le nucléaire, mais c'est pas parce que j'aime le nucléaire. Je veux dire, à la limite, je préférais un monde sans nucléaire, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des risques qui sont associés, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, d'accord? Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut défendre le nucléaire, que je défends le nucléaire. C'est-à-dire, on a un objectif de laisser une planète qui soit confortable, vivable pour nos descendants. Il faut absolument limiter nos émissions de dioxyde de carbone. Ça peut se faire avec du nucléaire. Alors attention, j'insiste sur le fait que le nucléaire ne sauvera pas le climat si on ne pourra pas conserver le niveau de vie actuel en faisant juste plus de nucléaire. Une part de sobriété est absolument nécessaire. Mais même en développant la sobriété, on aura tout de même besoin d'énergie. Et pour moi, cette énergie qui est la plus favorable, c'est effectivement le nucléaire. Il y a tout un tas de raisons pour ça. Je dis souvent que le nucléaire est une énergie écologique. Quand je le dis, c'est pour provoquer un petit peu, pour que les gens réagissent, mais il y a une vraie vérité. Qu'est-ce que c'est que quelque chose d'écologique? C'est arriver à faire ce qu'on a envie de faire avec peu de ressources. Et justement, le nucléaire, parce que c'est une énergie qui est extrêmement concentrée, extrêmement dense, ça permet d'obtenir cette énergie qui permet de faire des choses ensuite avec peu de moyens, peu de surface, peu de béton, peu d'acier. Donc, ça répond à la définition de quelque chose qui est écologique. Et je pense qu'il faut marteler ça. Il faut que les gens comprennent que oui, le nucléaire est bien une énergie écologique. Donc, à nouveau, j'insiste, le nucléaire ne sauvera pas le climat tout seul. Déjà, ce sera extrêmement difficile de sortir des énergies fossiles si on essaye de sortir du nucléaire en même temps qu'on sort des fossiles. Ça sera complètement, c'est vraiment mission impossible. Donc il faut insister là-dessus.
Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui en France, il y a un désamour du nucléaire. Si vous pensez, si vous interrogez, pas ici, mais un peu plus loin dans la ville, la plupart des gens ont peur du nucléaire et se disent que ça serait une bonne chose de sortir du nucléaire, et en tout cas de diminuer sa part aujourd'hui. Donc ça, et d'ailleurs, il y a aussi un certain nombre de signes qui sont clairs. J'ai des collègues qui travaillent à l'INSTN et qui m'expliquent que c'est de plus en plus difficile de recruter des gens qui ont envie de faire du nucléaire, et c'est normal. Je veux dire, mes enfants, moi j'ai des enfants qui ont entre 20 et 25 ans, je ne vais pas leur conseiller de faire du nucléaire aujourd'hui parce que vu la politique qui est menée aujourd'hui en France, c'est pas sûr qu'ils puissent avoir du boulot dans 15 ans. Je le regrette énormément. J'aimerais bien que le nucléaire se développe dans les 15 ans à venir, mais malheureusement, j'en suis pas encore certain, donc je ne conseille pas de faire ça. Donc, comme je vous disais, je pense que il faut développer le nucléaire, et il me semble, j'ai vraiment confiance que d'ici quelques années, il y aura une vraie prise de conscience de l'urgence du changement climatique et donc de la nécessité de développer le nucléaire. On le voit déjà dans un certain nombre de pays. Et donc on peut espérer que ça va se passer en France aussi. Le problème, c'est qu'on est en train de perdre les compétences qui sont nécessaires pour ça. C'est-à-dire que même si on voulait refaire la même chose que ce qu'on a fait dans les années 60-70 en France, c'est pas du tout certain qu'on en soit capable aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qu'on voit avec les problèmes de l'EPR, ça montre un peu cette perte de compétences. Donc ça veut dire que, et le problème c'est lié à ce que je viens de dire aujourd'hui, il y a quelques minutes, c'est qu'il y a ce désamour. Donc il est absolument nécessaire, je pense, de réinvestir l'espace public pour que les Français reprennent foi dans le nucléaire et arrêtent d'avoir peur, arrêtent de considérer que c'est une énergie du passé et des choses. Donc c'est là que l'association des voix du nucléaire, c'est là que vous tous ont un rôle potentiel pour justement diffuser le plus d'informations possible, justement sur le fait que oui, l'énergie nucléaire a plein d'avantages et qu'on en a besoin si vraiment on veut lutter contre le changement climatique. Et surtout pour aussi contrer un certain nombre de mensonges ou d'approximations qui conduisent justement à ce que les gens aient peur de ça. Pour moi, le meilleur exemple, c'est les déchets. Tout le monde dit « Ah là là, c'est terrible, il n'y a pas de solution pour les déchets nucléaires. » Mais c'est juste pas vrai. CIGEO, le fait de mettre les déchets nucléaires qui sont traités à La Haye comme ils le sont aujourd'hui, de les mettre dans une couche d'argile à 500 mètres de profondeur, c'est une solution, et c'est une bonne solution. Faut même arrêter de dire que c'est la moins mauvaise. Non, c'est une bonne solution. Parce que les déchets, une fois qu'ils seront là, une fois qu'ils seront dans cette couche d'argile, il n'y aura pas besoin de qui que ce soit pour s'en occuper. Et on est certain, virtuellement certain, qu'ils ne remonteront jamais à la surface. En tout cas, ils ne conduiront jamais à une pollution en surface. Donc c'est une bonne solution, et c'est le genre de choses qui est totalement contraire à ce que le croit le grand public, à cause d'un certain nombre d'associations antinucléaires, et peut-être que ça fait référence à ce que j'ai écrit ici. Il y a manifestement en France un certain nombre d'associations qui mentent ou qui trompent en tout cas sur le nucléaire, et il faut absolument les contrer. Il faut vraiment leur expliquer que non, Tchernobyl ça n'a pas fait 800 000 morts, non, Tchernobyl il n'y a pas eu des malformations partout, non, l'augmentation de la thyroïde en France c'est pas lié à l'accident de Tchernobyl, non, il y a une solution effectivement pour les déchets. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment dans l'espace public. Enfin, tout le monde est persuadé que, le meilleur exemple d'ailleurs, c'est aussi le nuage de Tchernobyl arrêté à la frontière. Voilà, il faut répondre aux gens là-dessus pour rétablir la vérité. Et donc, comme je le disais il y a une seconde, c'est vraiment là que vous avez un rôle à jouer. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Oui, non. Comment je le fais moi. Donc, vous avez vu, je suis adhérent aux voix, mais je suis aussi très actif sur Twitter avec d'autres, dont un certain nombre de gens que j'aime beaucoup ici, qui participent à ça. Et justement, sur Twitter, on essaie de contrer les délires antinucléaires.
avec un objectif surtout de toucher les journalistes, parce que finalement la manière de faire, je pense, hein, c'est de toucher les journalistes pour qu'on arrive eux à les convaincre. Les journalistes, eux, ils ont accès au grand public, et donc j'ai un vague espoir qu'on arrive à rétablir une vérité dans le grand public, de manière à ce que les politiques puissent ensuite prendre des décisions pro-nucléaires. Aujourd'hui, le politique, il ne peut pas prendre des décisions pro-nucléaires parce que aussitôt il se fait mal voir de la population. Peut-être que si on arrive à retourner la population, on arrivera à retourner les politiques aussi, et donc il y aura des bonnes solutions qui seront prises. Voilà un petit peu la stratégie que j'essaie de déployer. Je m'arrête là, mais je réponds à toutes les questions suivantes. Merci beaucoup François-Marie. Bon, est-ce que c'est l'occasion de poser une question? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à François-Marie? Profitez-en. Bonsoir, bonjour. Voilà, est-ce qu'il ne serait pas utile justement de faire organiser par l'association un forum qui convoquerait ou qui inviterait les journalistes scientifiques de toutes les chaînes, du type, je sais pas, moi, Lerner, etc., de façon à les informer réellement sur la situation, parce qu'on sent bien que lorsqu'il y a des questions qui sont posées par ces journalistes, en fait, elles sont souvent extrêmement biaisées. Et éventuellement, ce qu'ils véhiculent par la suite ne correspond pas du tout à ce que les scientifiques ont dit. Donc voilà, ma question elle est là. Est-ce que ça serait pas intéressant de pouvoir faire ce genre de réunion pour les journalistes scientifiques? On peut parfaitement inviter des journalistes scientifiques, et en fait, dans mon souvenir, ça a déjà été fait. Maintenant, c'est pas parce qu'on les invite qu'ils viennent. Et voilà, j'ai souvenir d'avoir participé avec Tristan, qui est à un petit où les journalistes étaient invités, et malheureusement il y en avait qu'un qui était là, quoi. Donc c'est pas si facile. Donc il y a d'autres moyens, hein, comme tout à l'heure j'ai mentionné Twitter. Moi je suis quand même de plus en plus souvent appelé par des journalistes qui me demandent, qui me posent des questions là-dessus. Donc j'ai l'impression que c'est une stratégie qui marche tout doucement, mais qui finit par fonctionner quand même. Merci. Une autre question là-bas. Alors attends, je vais juste prendre... Ça va peut-être être un peu loin pour l'antenne. Oui, bonjour. En fait, moi je voudrais savoir quand est-ce qu'on va s'occuper vraiment du problème qu'on subit avec le réchauffement climatique, avec l'association nucléaire et hydrogène. Moi je suis à fond pour l'hydrogène, produit par nucléaire, avec la thermolyse de l'eau notamment. Donc on sait qu'on peut produire des quantités importantes d'hydrogène grâce à ce procédé, la réaction de benzène. Et je pense aussi qu'on peut se servir de cet hydrogène pour alimenter des chaudières à gaz classiques, c'est-à-dire modifiées pour l'hydrogène. On peut se servir de l'hydrogène pour alimenter des piles à combustible. On peut stocker l'hydrogène dans de l'hydrure de silicium, qui est un liquide, tout autant que l'essence en fait qu'on utilise dans les véhicules. On peut faire beaucoup de choses avec l'hydrogène, et je suis absolument convaincu que c'est réellement l'association nucléaire et hydrogène qui va nous permettre de remporter cette bataille. Donc je voulais avoir votre opinion sur cet argumentaire, et surtout savoir pourquoi on n'associe pas l'hydrogène avec le nucléaire à l'heure actuelle, puisque je pense que c'est vraiment la solution qu'il va falloir étendre un peu partout dans le monde.
je ne veux pas prétendre que je suis spécialiste de l'hydrogène. Maintenant, je suis essentiellement d'accord avec tout ce que vous voulez dire. En fait, il y a pas mal de similitudes entre l'hydrogène et l'électricité. C'est-à-dire que ce n'est pas une source d'énergie, mais c'est un vecteur d'énergie. Voilà. Avec l'avantage de l'hydrogène par rapport à l'électricité, c'est que l'hydrogène se stocke mieux que l'électricité. Donc ensuite, oui, il y a plein de choses, de même qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'électricité, il y a plein de choses qu'on peut faire avec de l'hydrogène. Et donc c'est un bon moyen de décarboner la société. L'hydrogène peut être utilisé dans les transports. Donc finalement, il y a un peu une compétition. Est-ce qu'il faut mieux avoir des voitures avec une pile à combustible et de l'hydrogène, ou est-ce qu'il faut mieux avoir des véhicules avec des batteries? Je trouve qu'on parlait plus de l'hydrogène il y a 10 ans qu'on en parle aujourd'hui pour les véhicules. Donc il semblerait que la batterie est en train de gagner par rapport à l'hydrogène. Mais à nouveau, je ne suis pas spécialiste, puis ça peut se remarquer. On peut imaginer d'autres choses. Même, par exemple, dans les hauts fourneaux, on utilise du carbone pour déoxyder le minerai de fer. On peut parfaitement le faire aussi avec de l'hydrogène. Donc il y a je suis d'accord, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites avec l'hydrogène, et donc on peut imaginer aller vers une société qui mélangerait électricité et hydrogène pour décarboner totalement nos activités. Et oui, on peut faire de l'hydrogène avec du nucléaire, ça c'est certain aussi. Maintenant, c'est vrai qu'en Europe, lorsqu'on parle d'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène qui est fait avec du renouvelable. Il y a un certain nombre de gens qui sont opposés à l'hydrogène s'il est fait avec du nucléaire, parce que ça veut dire développer du nucléaire. Mais moi, je suis pas, effectivement, moi qui n'ai pas peur du nucléaire, de la même manière que ces gens-là, je pense que c'est effectivement une bonne solution. Donc finalement, je suis d'accord. J'ai pris 5 minutes pour dire que j'étais d'accord avec vous, quoi. Ouais, François-Marie Bréon nous disait qu'il fallait occuper l'espace médiatique parce que les politiciens ils se rangent derrière l'avis de la population. Bah oui, c'est évident. Alors il va y avoir des élections présidentielles dans 1 an et demi, là, en 2020, des élections présidentielles. Il ne faut pas oublier que si Fessenheim vient de fermer, c'est parce qu'il y a eu une campagne électorale en 2011-2012 avec des accords électoraux. Pour Fessenheim, on paye l'élection présidentielle d'il y a 8-9 ans. Et donc les élections 2022, moi je crois que c'est un moment vachement important pour le futur du nucléaire, parce que là encore il y a des engagements qui vont être... il y a des engagements qui vont être pris pendant cette élection. C'est vraiment un moment à part à rater. Et je sais pas où je dois me mettre. Voilà. Alors tout ce que je voulais dire, c'est que moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un candidat du nucléaire aux élections présidentielles. Ça paraît peut-être un peu fou, mais il y a bien des candidats pour défendre la chasse. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas y avoir des gens qui soient là juste pour dire le nucléaire, c'est bien. Alors moi j'ai pas les épaules assez larges pour lancer là-dedans, mais je pense qu'il y a des gens ici que je verrais bien prendre la tête d'un mouvement comme ça. S'il y a quelqu'un qui ça peut donner un envie, ça serait génial. Ouais, président! L'élection présidentielle, c'est quand même pas uniquement comment on fait notre production électrique. Donc personnellement, ça me gênerait un petit peu. Par contre, je pense qu'effectivement, on a 1 an pour que retourner l'opinion, pour que un candidat à l'élection présidentielle puisse dire, parmi d'autres choses, qu'il est favorable au développement de l'énergie nucléaire. Et ça serait bien que ce ne soit pas uniquement des candidats d'extrême droite qui disent ça, quoi. Une autre question. Hein. Je crois que le problème, Oui, je crois que le problème, c'est l'Allemagne, en fait. Parce qu'en fait, ils renoncent complètement au nucléaire. Allô? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je vais certainement pas dire que le problème c'est l'Allemagne. À nouveau, moi j'ai dit que je rentre dans le nucléaire via le climat.
Et donc le climat, c'est pas les émissions de la France, c'est pas les émissions de l'Allemagne, c'est les émissions de CO2 du monde. Et aujourd'hui, la France et l'Allemagne, de toute façon, ce sont des tout petits acteurs dans le monde global. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gros émetteurs, ce sont la Chine, les États-Unis, puis l'Europe dans son ensemble. Donc, on ne peut pas dire que le problème c'est l'Allemagne, mais simplement l'Allemagne nous montre le chemin qu'il ne faut pas suivre. C'est-à-dire que manifestement, même en mettant plusieurs centaines de milliards d'euros dans une technologie, on n'arrive pas à décarboner comme il le faudrait l'économie. Donc voilà, donc l'Allemagne c'est un contre-exemple, mais je ne vais pas dire que c'est le problème.